Mesdames, Messieurs, la communauté versatile, bien le bonsoir. Il est actuellement 19h31. Nous sommes le 28 avril 2025 lorsque j'enregistre cette vidéo, ce point de marché. On se retrouve directement catapulté sur le site eh bien, de versatile.fr, notre propre site, puisque je voulais vous parler du live tout simplement, qui a eu lieu hier soir, tous les dimanches soirs du côté de la plateforme. C'est 100% gratuit, vous pouvez la rejoindre via ce site justement. Sur notre plateforme, justement, on fait un live hebdomadaire tous les dimanches soirs avec un point d'opportunité. On parle des marchés financiers, on parle de la géopolitique et on va voir ensemble aujourd'hui un petit peu une overview, un résumé très 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 rapide du point d'opportunité que l'on a exploré hier, puisque vous voyez hein, le titre de ce point hebdomadaire hier et le bull run crypto sera exceptionnel. Et on va avoir une semaine qui sera extrêmement chargée, on verra ça tout à l'heure. Quoi qu'il en soit, tout de suite, on passe direction les news macroéconomiques sans plus tarder. Et première news, on ouvre sur une nouvelle voilà, une information assez insolite, mais que j'ai trouvée complètement folle. Warren Buffett détient actuellement 4,6% de tous les bons du Trésor US en circulation. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Alors, bien évidemment qu'il ne les détient pas en nom propre, hein. Il est assis sur un peu plus de 300 milliards de dollars de cash. Et quand on dit justement de cash, c'est investi sur des bons du Trésor qui continue à les rémunérer grassement via son fonds d'investissement Berkshire Hathaway. C'est complètement incroyable, hein. C'est un individu seul ou presque qui a amassé et qui gère aujourd'hui cette fortune, 4,6% des bons du Trésor américain en la possession de Warren Buffett. Un sujet important dont on a parlé justement hier en long et en large et en travers lors du point hebdomadaire, du point d'opportunité de notre live, c'est la relation entre Donald Trump, son administration, et l'administration chinoise sur ces dernières semaines, après le retournement de veste monumental qu'on a eu de la part de l'administration de Trump. Et on a eu justement le 24 avril, donc il y a 4 jours, Trump qui nous annonce, il y a eu un meeting ce matin avec la Chine, avec les Chinois tout simplement. Dans la foulée, on a eu, donc vous le voyez, hein, 10h43. Le premier tweet était voilà, à 6h28. Bah, c'était la même journée, puisque là, en fait, c'était dans la soirée, là, c'était plutôt dans la matinée. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu de poker menteur, puisque dans la foulée, on a eu la Chine eh bien, qui a communiqué sur le fait qu'il n'y avait eu aucun économique trade ou discussion ou négociation entamée pour l'instant avec les États-Unis. Donc voilà, hein, les deux pays se renvoient la balle pour l'instant. C'est un jeu d'échecs, c'est un petit peu un House of Cards, grandeur nature pour ceux qui ont vu la série auquel on est en train d'assister. Et c'est, d'un point de vue géopolitique, extrêmement intéressant à suivre. Une fois de plus, hein, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la plateforme Versatile, c'est 100% gratuit. Et on y a décrypté, notamment hier, décortiqué vraiment l'ensemble des relations, des intrications et des possibles outcomes eh bien, de tous ces échanges entre les deux pays qui viennent potentiellement à l'avenir, dans un avenir proche, rajouter toujours un peu plus de stabilité de nouveau dans les marchés et donc appuyer la reprise haussière ou pas qu'on a actuellement. Ça, c'est tombé aujourd'hui. On a l'Ukraine qui propose un cessez-le-feu total d'au moins 30 jours à la Russie. Donald Trump qui nous dit qu'il a sa propre, qui commence un petit peu à être exaspéré, hein, on le rappelle, vis-à-vis de cette guerre Ukraine-Russie. Puisque son souhait à lui et voilà, l'une de ses promesses de campagne, on va dire, était qu'il allait régler cette guerre en 24 heures. Bon, force est de constater que ça n'a pas été le cas, mais il a été clair de ce côté-là. J'ai ma propre deadline en ce qui concerne le sujet Russie-Ukraine. On voit bien que les États-Unis, l'administration Trump notamment, commencent à s'impatienter et on a eu voilà, des messages très clairs qui ont été envoyés. Si le conflit ne se règle pas, non pas rapidement, mais avec de la bonne volonté de la part des deux pays, et notamment de l'Ukraine, vous le savez, hein, voilà, les États-Unis qui veulent négocier les terres rares et les terres agricoles ukrainiennes en échange d'un accord de paix, eh bien, les États-Unis se retireraient tout simplement et laisseraient les Ukrainiens gérer seuls le conflit. Alors, est-ce que c'est des effets d'annonce? Est-ce que c'est du bluff? Les États-Unis ont quand même énormément d'intérêt à rester dans la région et voilà, à combattre dans cette région, hein, tout simplement, cette guerre par proxy. Quoi qu'il en soit, c'est actuellement la position publique des États-Unis.
La Maison-Blanche, une fois de plus, hein, Trump qui dit qu'il veut non pas un cessez-le-feu de 30 jours, mais un cessez-le-feu permanent entre la Russie et l'Ukraine, hein, une fois de plus, c'est sorti aujourd'hui, cet après-midi. D'un côté un peu plus macroéconomique cette fois-ci, un résultat des entreprises, c'est Dividend King qui nous rapporte ça. Cette fois, on rentre dans le dur du côté des résultats trimestriels, puisqu'effectivement, ça fait maintenant une bonne semaine, une bonne dizaine de jours qu'on a les résultats trimestriels, enfin c'est la saison des résultats trimestriels pour le Q1 tout simplement, hein, du côté de l'ensemble des entreprises européennes et américaines tout simplement. Donc côté US, on va avoir les Magnificent Seven, Coca-Cola, beaucoup de sociétés extrêmement grosses hein, dans le SP500 ou dans le Nasdaq de consommation et du côté de la tech. Côté européen, on va avoir voilà, des mastodontes, hein, Total Energy, Schneider Electric, Airbus, Société Générale, Crédit Agricole, Stellantis, etc., etc. Et comme si ça ne suffisait pas, on aura également énormément d'indicateurs macroéconomiques, on va le voir par la suite, importants, qui seront publiés dans la semaine. Accrochez vos ceintures, puisque effectivement, cette semaine risque d'être volatile. Alexandre Baredes qui nous rapporte que le patron de Citadel, je vous laisserai aller checker ce que c'est Citadel, un fonds d'investissement énorme. Voilà, hein, je vous laisse imaginer l'influence du patron de Citadel, justement, au sujet de la guerre commerciale de Trump, qui n'a pas l'air d'être très content de la politique de Donald Trump. Le rêve de créer davantage d'emplois dans le secteur manufacturier ne se réalisera pas. Ces emplois ne reviendront pas aux États-Unis. Soyons clairs, avec un taux de chômage de 4%, l'Amérique est passée à autre chose. Les États-Unis devraient s'efforcer de miser sur leurs atouts, comme la création de propriétés intellectuelles et de contenus, plutôt que de rapatrier des emplois dans des usines qui automatisent déjà rapidement leur production. Ces emplois sont incroyablement bien rémunérés comparés à ceux des usines où on fabrique des fermetures éclair, des appareils électroménagers ou des écrans plats. Voilà, hein, on a un patron de Citadel hein, qui dit tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, et on imagine bien que Donald Trump est au courant de tous ces fondamentaux. Et une fois de plus, hein, on l'a dit lors du live d'hier, probablement que tous ces tarifs n'ont pas vocation à ramener réellement ces emplois aux États-Unis, mais plutôt à être une première brique dans le cadre des négociations. Nicolas Chéron qui nous rapporte du côté du cours de l'or, hein, tout simplement, qu'on est record historique sur record historique, notamment du côté des ETF, des flux vers les ETF sur l'or. FOMO, euphorie, nouveau paradigme. Voilà, hein, vous le savez, le chart de l'or, et on le verra tout à l'heure dans l'analyse technique, qui commence à être vraiment parabolique. Et vous le savez, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Donc, du côté de la communauté versatile, Nassim et moi avons un petit pari, entre guillemets. Il estime qu'on ira à 4 000 $ l'once. Je pense que si la situation continue à se stabiliser et si on retrouve un petit peu de certitude vis-à-vis des moyennes mobiles hebdomadaires sur lesquels l'or, que l'or et que le cours de l'or est actuellement en train de distancer vraiment de manière importante, je pense que ça sera difficile à aller chercher les 4 000 $ l'once. On n'est pas à l'abri, mais ça m'étonnerait dans la direction que l'on prend actuellement. Vous l'avez probablement vu, Bitcoin est repassé en hebdomadaire au-dessus de sa moyenne mobile 20, et donc potentiellement retour de tendance haussière du côté des crypto-monnaies, notamment de Bitcoin, hein. On en a parlé, reparlé lors des points hebdo, notamment des lives justement des points d'opportunité, les crypto-monnaies qui ont montré une résilience qui est vraiment remarquable lors des dernières séances de cotation, tout simplement lors des derniers jours et des dernières semaines. Est-ce que c'est pas drivé par MicroStrategy, par des achats institutionnels? On a vu que les inflows sur les ETF étaient revenus de manière importante, mais on a aussi l'information, ça y est, MicroStrategy a acheté un peu plus de 15 000 bitcoins entre le 21 et le 27 avril, donc toute la semaine dernière, pour un montant total de 1,42 milliard à un prix moyen de 92 700 $ par bitcoin. Le retour des achats titanesques de Michael Saylor, on le rappelle, hein, le prix de liquidation de MicroStrategy, entre guillemets, hein, de liquidation, qui se situe aux alentours des 65 000 $, il me semble. Information à vérifier. CryptoGoku qui nous dit que Ljubljana, la capitale de la Slovénie, serait la ville la plus crypto-friendly du monde, avec Hong Kong et Zurich qui arrivent à égalité à la deuxième place, suivi de près par Singapour et Abu Dhabi. Voilà, tout simplement, hein, pour tous les crypto-bros. Du côté du trading economics, semaine extrêmement chargée en informations, vous le savez, en tout cas pour la communauté versatile, puisqu'on en a parlé hier justement. Une fois de plus, je vous incite à vous inscrire, à nous rejoindre sur la plateforme, c'est 100% gratuit. Et en plus de ça, vous avez accès à toutes les archives ainsi qu'à nos wallets. Il va y avoir quelques mouvements du côté des crypto-monnaies, notamment puisqu'on va chercher à s'exposer à un peu plus de risques si on a confirmation cette semaine de la reprise de la tendance haussière. Alors, demain, 4 heures, on a les job openings aux États-Unis, mais ça sera surtout mercredi et vendredi, les grosses journées, puisqu'on va avoir les PIB qui vont être communiqués du côté de la plupart des gros pays européens, donc France, Allemagne, Italie et Europe. L'inflation en Italie, l'inflation en Allemagne et le corps PCE, l'inflation, donc le chiffre d'inflation que regarde la Fed aux États-Unis avec les personal income et les personal spending pour voir un petit peu les indices de confiance entre guillemets des consommateurs. On va avoir dans la foulée jeudi l'ISM manufacturier et les chiffres du chômage et les NFP vendredi. Comme ça, à la fin de la semaine, on saura finalement
dire voilà, les chiffres avec lesquels devra dealer la Fed justement pour la réunion de mercredi 7 mai pour sa décision de taux d'intérêt des taux directeurs aux États-Unis. En ce qui concerne l'inflation, vous le savez, celle de la Fed, les corps PCE sont publiés avec un mois de lag. L'inflation en temps réel, quant à elle, donc ça sera l'inflation de mars, hein, l'inflation en temps réel, quant à elle, est à 1,54%, donc bien en dessous de la target des 2% de la Fed. On n'a pas encore d'impact des tarifs, puisque pour l'instant, a priori, ils sont suspendus pour la plupart des pays, exception faite pour la Chine, dans certains secteurs, à 1,54%. Donc une fois de plus, hein, bien inférieur aux 2% attendus par la Fed. En ce qui concerne les baisses de taux d'intérêt, puisqu'on l'a expliqué dans le live d'hier, vous le savez, la macroéconomie est en train de s'orienter de manière extrêmement bullish. La liquidité globale, le cash dans le monde qui est en train d'augmenter, le quantitative tightening qui a été grandement diminué, voire arrêté par la Fed début avril. On va avoir, et on le voit sur ce tableau des probabilités, une baisse des taux directeurs. Voilà, a priori pas sur la réunion du 7 mai, mais ça pourrait changer avec les chiffres de cette semaine, il faudra le suivre. A priori, ça sera le 18 juin ou tout simplement le 30 juillet, et d'ici à la fin de l'année, on devrait avoir une baisse de taux jusqu'à 3,25, 3,50%, donc de 1% pour ce qui concerne les taux d'intérêt directeurs, tout simplement. Et on pourrait potentiellement avoir un retour du quantitative easing voilà, à la fin de l'année, courant de l'année prochaine. Et donc ça, c'est extrêmement bullish pour tout ce qui est actif risqué. Ça va être un point extrêmement rapide, hein. Je ne vais pas vous faire toute l'analyse technique. On a analysé les crypto-monnaies hier dans le point hebdomadaire, donc je vous invite à aller checker de ce côté-là si vous voulez plus d'informations, et notamment vis-à-vis des altcoins. Quoi qu'il en soit, du côté de Bitcoin, vous le voyez, on a repris en hebdomadaire cette moyenne mobile 20, et ça, c'est extrêmement, extrêmement, extrêmement important. Ça pourrait être la bougie qu'on attendait, la bougie de rupture. On évoluait dans ce range, on n'a pas perdu la moyenne mobile 50 en clôture, bien évidemment. On vient clôturer la semaine dernière au-dessus. Maintenant, c'est ce que je disais hier lors du live d'hier, il va falloir bien confirmer cette moyenne mobile 20 en hebdomadaire qui va faire office, on l'espère, de support avant de repartir à la hausse. Pas de conseil en investissement, mais si on veut se replacer maintenant sur Bitcoin, il se peut qu'on soit potentiellement sur un pullback, sur un point d'achat, d'accumulation parfait avant une reprise d'une tendance haussière, tout simplement. Donc voilà, on pourrait retourner, hein, garder à l'esprit, on pourrait retourner visiter les 91 600, même un peu plus bas. Le plus important actuellement, c'est que la bougie hebdomadaire, les prochaines bougies hebdomadaires ne clôturent pas à nouveau sous cette moyenne mobile 20 en hebdo pour conserver la reprise de cette tendance haussière. Voilà, tout simplement. On a Ethereum qui est en train de reprendre du poids de la bête, on l'espère, qui a fait son point bas sur la semaine du 7 avril eh bien 2025, tout simplement. Le crypto total, pareil. Hein, donc voilà, on a encore mes dessins que j'ai fait lors du live d'hier soir. Le crypto total, quant à lui, qui eh bien, a voilà, grosse chape de plomb au-dessus de la tête, puisqu'on a l'ancienne ATH et en plus de cela, la moyenne mobile 20 en hebdomadaire à passer. Donc là, c'est pareil, il va nous falloir une belle bougie de breakout, hein, une bougie de ce type, ou même préférentiellement de ce type-là, avec des gros volumes exécutés. On passe au-dessus de la moyenne mobile 20 en hebdomadaire, potentiel pullback sur la moyenne mobile 20 et sur l'ATH en même temps, avant de repartir chercher le nouvel ATH. Du côté du crypto total 3, c'est globalement la même chose, hein. On était un petit peu plus dégradé. On a les moyennes mobiles qui chargent. On est entre la moyenne mobile 50 et la moyenne mobile 20. C'est exactement la même chose, hein, globalement. Les configurations que l'on cherche actuellement très rapidement, voilà, si vous voulez plus d'informations, une fois de plus, hein, allez voir le live d'hier. Mais les configurations qu'on cherche, c'est les configurations où les moyennes mobiles sont orientées correctement et où, de préférence, il y a certains altcoins pour lesquels c'est déjà le cas. On a passé et les moyennes mobiles 50 et les moyennes mobiles 20 en hebdomadaire. Et donc là, on a des tendances haussières assez claires et chaque pullback sur la moyenne mobile 20 en hebdomadaire se rachète. Voilà, tout simplement. Un petit tour du côté de l'or, juste pour vous illustrer qu'en hebdomadaire, hein, que ce soit au niveau du cours, au niveau du MACD ou au niveau du RSI, donc les indicateurs de surachat, de survente, les indicateurs techniques, hein, on est clairement du côté de l'or dans des zones de surachat. D'accord. Donc, au même titre que le DAX, au même titre que Bitcoin à l'époque, au même titre que voilà, beaucoup d'actifs, je vous le dis, et ça ne fait pas de moi un devin, je n'ai pas de boule de cristal, mais lorsqu'on rentre dans des zones de surachat en hebdomadaire, généralement, on est amené dans les semaines à venir à corriger, à dégonfler de manière importante. Donc vis-à-vis de l'or, on est à 3300 $ l'once. On redescendra à un moment donné aux alentours des 3000 $ l'once. On a la moyenne mobile 20 et la moyenne mobile 50 qui montent de manière assez frénétique. Si, voilà, hein, si on a des indicateurs macroéconomiques qui sont tous orientés
vers un retour du cash sur les risques on et qu'en plus de ça, on a un Donald Trump et une situation géopolitique qui se calme et qui se stabilise, l'or va dégonfler puisqu'il fait office de valeur refuge et de risk-off entre guillemets. Donc voilà, il y aura des arbitrages et je pense qu'il commence déjà à y avoir des arbitrages, peut-être là sur cette bougie, voilà, cette bougie l'inverse d'une bougie de capitulation, hein, bougie d'euphorie complète. Donc voilà, il va y avoir des arbitrages qui vont être réalisés au profit d'autres actifs un peu plus risqués, tout simplement. C'est tout ce que je voulais vous dire pour ce point hebdomadaire. J'espère que c'était assez clair. J'espère eh bien, que vous passez une bonne journée, que vous allez passer une bonne semaine. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Excellente semaine, faites attention, cette semaine va être volatile, une fois de plus, pas de trading, même si je ne donne pas de conseils en investissement, mais on a tendance toujours à se faire liquider les shorts, les longues, donc les positions spot, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à rejoindre Versatile, c'est 100% gratuit. À bientôt, ciao ciao.